Merci Aurélien. Bonjour à tous. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre du Cap Filière Légumes et de la semaine Légumes au Centre. Cette rencontre bénéficie du soutien du Conseil régional Centre-Val de Loire et de l'Europe via les fonds FEADER. Elle est organisée par les chambres d'agriculture du Centre-Val de Loire en partenariat avec Biocentre et BG Police Vallée. Donc, l'atelier d'aujourd'hui s'intitule Des bras pour ton assiette, un regain pour le monde agricole. Donc, pourquoi s'intéresser à ce sujet de la main-d'œuvre? Eh bien, parce que du semis au conditionnement, en passant par le désherbage, la récolte, la commercialisation, la main-d'œuvre est essentielle à l'activité légumière. Dans le contexte actuel, 300 000 personnes ont eu la volonté de s'inscrire et d'aider le monde agricole, et 15 000 contrats ont été signés. Quels sont les acteurs de l'emploi pour bien recruter? Comment fidéliser ses employés? Quelles adaptations les producteurs ont-ils mis en place? Et quels enseignements garder pour demain? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons autour des micros plusieurs intervenants. Tout d'abord, Isabelle Bispo, de l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Elle nous présentera les clés d'attractivité lors de la recherche de salariés. Puis, elle expliquera également les différents types d'embauches et les interlocuteurs de l'emploi en Centre-Val de Loire. Elle laissera ensuite la parole à 3 producteurs, Jean-Michel Gallier, Philippe Noyau et Hervé Haribo, qui apporteront leur témoignage sur leurs organisations, les initiatives qu'ils ont mises en place et leurs recommandations. Isabelle, je te laisse la parole. Bien, merci Cécilia. Bonjour à tous. Je suis Isabelle Bispo, donc chargée de mission pour l'Association nationale emploi formation en agriculture, donc pour la région Centre-Val de Loire, donc ANEFA Centre-Val de Loire. Comme Cécilia vient de vous le dire, hein, le rôle de vos salariés, il est incontournable sur vos exploitations. Sans main-d'œuvre, pas de production. Donc effectivement, vous allez avoir des besoins tout au long de l'année, soit sur des CDD longs qui peuvent aller jusqu'à 8 mois, ou des CDD courts, hein, des CDD saisonniers. Petit souci technique, excuse-moi, je n'arrive pas ça à passe passer. pas. C'est Aïe. intéressant. Je continue et puis le temps que tu... Voilà, c'est bon. Ouais, On c'est est bon. Nickel. Donc différents besoins, on a dit des CDD longs, des CDD plus courts, hein, qui peuvent être de 2, 3, 4 mois, et puis aussi des salariés permanents qui seront là toute l'année sur l'exploitation. Le parti pris de l'atelier, c'est de parler des emplois saisonniers, hein, des contrats donc courts ou longs, et on parlera de recrutement de main-d'œuvre locale. Donc finalement, vos questions, elles vont surtout être de 3 ordres. Hein. Comment je fais pour attirer des salariés sur mon exploitation? Comment faire pour qu'ils restent toute la saison? Une fois qu'ils sont là, on sait aussi que les premiers jours du contrat sont difficiles. C'est là où on a des abandons, hein, au démarrage. Donc comment faire effectivement pour faciliter ces quelques jours? Et puis comment les fidéliser? Comment faire pour leur donner envie de revenir l'an prochain pour gagner en temps et en efficacité? Première question, voilà. Comment je fais pour attirer des salariés? Là, faut anticiper. Hein, le recrutement, c'est pas la semaine d'avant le démarrage qu'on s'y prend. Premier point, c'est déjà d'identifier quel est votre besoin. Donc, de combien de personnes vous allez avoir besoin? À partir de quand? Pendant combien de temps? Est-ce que c'est du temps plein ou du temps partiel? Quelles tâches vous allez leur confier? Et du coup, de quelles compétences vous avez besoin pour réaliser ces différentes tâches? Finalement, est-ce que vous allez rechercher des gens qui ont déjà une expérience en maraîchage ou pourquoi pas des gens qui débutent, hein? Et puis aussi, quelles sont les conditions particulières au niveau des horaires? Est-ce qu'il y a du travail le week-end? Est-ce qu'il y a plusieurs sites? Est-ce que du coup, vous allez demander à vos salariés de vous déplacer sur plusieurs sites ou sur plusieurs parcelles? Deuxième question, je propose quoi pour être attractif? Justement, qu'est-ce que je vais mettre en avant pour donner envie à ces futurs salariés de venir sur mon entreprise?
Alors, les premiers facteurs d'attractivité, d'abord, c'est votre localisation. Si vous êtes vraiment dans un espace éloigné d'un bassin de vie important, ou si au contraire vous êtes à proximité d'une agglomération plus importante, ça veut dire que là vous avez un potentiel de salariés peut-être plus important. Si votre exploitation elle est aussi accessible par les transports en commun. On sait que en milieu rural, la mobilité c'est toujours un point délicat. Donc effectivement, s'il y a des transports en commun qui permettent d'accéder à votre entreprise, c'est un plus. Deuxième élément, c'est le contexte économique. On a bien vu cette année que voilà, vous avez dû être sollicité par un nombre important de personnes qui justement avaient perdu leur emploi, dont le contrat avait été suspendu ou rompu. Donc là, c'est effectivement des opportunités supplémentaires en termes de candidats pour vous. Mais ça, c'est deux éléments sur lesquels finalement vous n'avez pas la main. Vous les subissez. Par contre, les éléments là sur lesquels vous pouvez jouer, ça va être la durée du contrat. Alors, il y a effectivement les salariés, et notamment des étudiants qui vont chercher des contrats courts et bien délimités dans le temps, mais la plupart du temps, les gens qui souhaitent travailler, finalement, vont être le preneur de contrats les plus longs possibles, pour travailler le plus longtemps possible. Autre élément, c'est la possibilité de loger sur place. Si vous proposez un logement en dur ou une aire pour pouvoir garer une camionnette ou un camping-car, ça c'est un plus. On a beaucoup de candidats pour les saisons qui se déplacent dans les différentes régions, qui travaillent aussi sur différentes filières et qui se déplacent en camion aménagé. Donc là, proposer effectivement une aire pour ça, c'est vraiment un plus. Autre élément d'attractivité, ça va être les horaires. Alors effectivement, suivant vos contraintes de production, ils sont adaptables ou pas, ils sont flexibles ou pas. Mais c'est vrai que si vous avez la possibilité d'adapter des horaires en fonction, par exemple, des horaires de transport en commun s'il y en a, ou par rapport à des horaires ou des contraintes familiales, s'il y a des enfants à amener à l'école ou à aller rechercher le soir à la garderie, dans la mesure du possible, ça, ce sont quand même des adaptations qui sont très appréciées des salariés. Autre levier d'attractivité, le salaire bien sûr. Bon, même si effectivement des fois on peut pas toujours avoir un levier important sur dessus, mais ça peut être aussi des primes, que ce soit financières ou des fois des petits plus en nature. Ce qui est important, et ça on va en reparler tout du long, c'est la bonne ambiance, des relations humaines positives. Je crois que là les gens ils sont de plus en plus attachés et ça c'est vraiment un élément qui donnera envie de revenir dans l'entreprise. Autre élément auquel les candidats sont sensibles, et ça faut pas hésiter à les mettre en avant, c'est le bio. On a des candidats qui nous disent voilà, moi je veux travailler que dans une entreprise qui fait du bio. Ils sont sensibles aussi à la production que vous avez. Si vous faites aussi des produits de niche, faut pas hésiter à les mettre en avant, des produits qui vont être par exemple valorisés par les restaurateurs locaux. Ou si vous avez un projet d'entreprise particulier, faut surtout pas hésiter à le mettre en avant. Et puis, autre élément, ça va être les perspectives au-delà de la saison. Alors, c'est en lien avec la durée du contrat. Les perspectives au-delà de la saison, elles peuvent être dans votre entreprise, mais elles peuvent être aussi à proximité dans d'autres entreprises voisines, donc qui permettent de travailler plus longtemps. La troisième question qu'il va falloir vous poser, c'est comment j'embauche. Est-ce que vous embauchez en direct, donc vous allez être l'employeur, ou est-ce que vous souhaitez passer par un intermédiaire, donc un groupement d'employeurs, qui lui va être l'employeur et qui va mettre des salariés à disposition dans votre entreprise. Donc si votre décision c'est de passer par un groupement d'employeurs, donc le rôle du groupement, si tu peux passer Cécilia, le rôle du groupement ça va être de trouver les candidats. C'est lui qui va faire le recrutement, qui va gérer les formalités d'embauche et de fin de contrat. Vous êtes ce qu'on appelle entre guillemets l'utilisateur. Vous vous engagez, vous avez un contrat de mise à disposition qui est passé avec le groupement et vous vous engagez sur un nombre de salariés et un volume horaire.
Vous restez le responsable de la gestion des salariés quand ils sont sur votre entreprise, donc de la gestion des équipes, du respect des règles de sécurité, notamment dans les temps qui courent. Et le groupement d'employeurs, bien évidemment, prend des frais de gestion par rapport à cet appui qu'il vous apporte. Vous avez sur la carte les coordonnées de groupements d'employeurs. Alors, c'est les groupements d'employeurs départementaux. Il y en a sûrement d'autres. On peut pas tous les lister. Je vous ai listé, voilà, les coordonnées des groupements d'employeurs départementaux qui sont vraiment spécialisés en agriculture. Ce sont des outils vraiment issus de la profession, qui sont gérés par des professionnels comme vous, donc des outils qui connaissent vos métiers, vos besoins. Vous avez les coordonnées, le nom des animateurs ou animatrices et leurs coordonnées téléphoniques pour les joindre. Deuxième possibilité, j'embauche en direct. Donc là, c'est vous qui allez rechercher et sélectionner les candidats. C'est vous qui allez gérer les formalités d'embauche et les formalités de fin de contrat. Et bien sûr, comme précédemment, vous êtes responsable de la gestion des salariés sur votre entreprise. Donc pour trouver des candidats, utilisez tous les canaux possibles. C'est sûrement ce que vous faites déjà. Vous pouvez rappeler bien sûr les saisonniers de l'année précédente. D'où l'intérêt de leur donner envie de revenir. Là, vous bénéficiez voilà, c'est des gens que vous connaissez, qui vous connaissent, qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les lieux et qui connaissent le travail et qui savent ce que vous attendez d'eux. Bien sûr, il faut utiliser le bouche à oreille. L'affichage local, que ce soit à la mairie, à la boulangerie, à la concession à proximité. Et puis, vous pouvez aussi diffuser une offre d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on met dans une offre d'emploi? Une présentation succincte de l'entreprise, et là, faut pas hésiter à mettre en avant vos plus. On a dit tout à l'heure du bio ou un projet, des produits, vos produits. Vous allez indiquer l'intitulé du poste, les tâches à réaliser, les compétences ou le niveau d'expérience que vous recherchez. Ça, c'est vraiment important pour que les candidats puissent se positionner. Vous allez indiquer la période de travail, donc le démarrage, non, pas encore Cécilia, le démarrage du contrat, la durée du contrat, s'il y a des horaires particuliers, la rémunération, s'il y a un logement possible sur place, voilà, tout ce qui peut être intéressant pour le candidat. L'accessibilité par les transports en commun, donc voilà, finalement, mettez en avant tous les éléments d'attractivité qu'on a vus tout à l'heure. Et puis surtout, vous mettez clairement vos coordonnées, les moyens de rentrer en contact avec vous pour postuler, donc soit le téléphone, ça veut dire que vous risquez aussi d'avoir un nombre important de candidats, donc ensuite il faut gérer. Soit vous pouvez mettre votre mail également, ou les deux. Ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez vous organiser. Petite astuce pour éviter que votre boîte mail finalement soit encombrée de candidatures et qui viennent au milieu d'autres messages, c'est aussi de créer une boîte mail spécifique pour le recrutement. Et puis, faut pas hésiter à utiliser les différents services qui existent. Votre offre, vous pouvez la diffuser sur plusieurs supports. Des supports qui sont pas spécialisés en agriculture. Ça peut être Le Bon Coin, ça peut être Indeed, ça peut être les réseaux sociaux bien sûr, Facebook, LinkedIn. Et vous allez finalement avoir des contacts avec tout type de candidats. Ça dépend aussi le profil là que vous recherchez, si vous cherchez des gens qui sont déjà expérimentés ou pas. Vous pouvez aussi diffuser votre offre sur des sites qui sont spécialisés en agriculture. Voilà, sur lesquels vous allez avoir des contacts avec des candidats. Soit c'est les candidats, vous avez une liste de candidats, c'est à vous de les rappeler, soit effectivement c'est les candidats qui vous rappellent, qui vous contactent, ça va dépendre des sites. Mais ça peut être Job Agri, ça peut être WheezyFarm, notamment WheezyFarm, des bras pour ton assiette, c'est le site qui a été mis en avant dans le cadre de la crise du Covid, et le site L'Agriculture Recrute. Là, ça, c'est des services qui vont vous permettre d'avoir des coordonnées de candidats. Vous pouvez aussi choisir de vous faire accompagner, c'est-à-dire en plus de la diffusion de votre offre, d'avoir un interlocuteur physique.
Ça, c'est quand même un plus, un interlocuteur qui va vous aider à rédiger votre offre et qui va être vraiment aussi en capacité d'orienter des candidats vers votre entreprise. Donc, vous avez des outils qui ne sont pas spécialisés en agriculture. Ça peut être Pôle emploi, la mission locale. Donc là, il faut vous adresser à l'agence de votre territoire. Ça peut être des services emploi des collectivités. Sur des métropoles comme Orléans, voilà, il y a un service emploi dédié, ou des services emploi des communautés de communes. Ça peut être aussi des associations sur votre territoire qui accompagnent des demandeurs d'emploi. Et puis, vous pouvez faire le choix de vous adresser à un spécialiste. Donc là, vous avez effectivement l'ANEFA Centre-Val de Loire au travers de son outil l'agriculture recrute et de son site dédié. Donc, nous, on travaille sur toute la région. Vous avez mes coordonnées pour me joindre. Vous pouvez vous adresser aussi, si vous êtes dans le Loir-et-Cher et plus spécifiquement sur le territoire du Blésois, vous pouvez vous adresser à Transvaloir. Donc, vous avez les coordonnées de Kenza Béliard. C'est pas noté sur la diapo, mais dans l'Eure-et-Loire, vous pouvez vous adresser aussi à Accès Centre, qui est l'outil emploi de l'association des salariés agricoles d'Eure-et-Loire, donc qui est animé par la Chambre d'agriculture. Alors, vu le territoire, ils sont plus spécialisés dans les grandes cultures, mais si vous faites du maraîchage de plein champ, que vous cherchez des compétences de tractoriste, ça peut être effectivement un interlocuteur intéressant, et là, c'est Daniel Lazier qu'il faut contacter. Diapo suivante, s'il te plaît. Et ben voilà, une fois que vos salariés ils sont arrivés sur l'entreprise, et ben voilà, maintenant comment on fait? Votre salarié saisonnier, il est là parfois peu de temps, parfois plus longtemps, et pourtant son rôle, voilà, il est prépondérant dans la réalisation de la saison. Donc comment faire pour que ça se passe le mieux possible, et notamment dans la phase sensible des premiers jours du contrat qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment important d'accueillir vos salariés. Prenez le temps de leur expliquer, de leur présenter l'entreprise, de leur expliquer quels produits vous faites. Dites-vous que la personne qui arrive, elle ne connaît pas l'entreprise, elle ne visualise pas l'organisation. Et si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de maraîchage, elle ne sait pas ce que c'est que le métier, ce que c'est que le maraîchage. Donc, faites visiter votre entreprise, montrez les lieux de production bien sûr, le matériel, montrez aussi les lieux de vie. C'est important pour un salarié qui arrive de savoir où je vais prendre mes repas, où sont les lieux de pause, s'il y a une machine à café par exemple, où sont les toilettes. C'est tout bête, mais c'est important aussi. Présentez-leur les personnes avec lesquelles elles vont travailler. Alors, les autres saisonniers, c'est une chose, mais aussi leurs interlocuteurs. Qui va être mon chef d'équipe? Qui est, d'un point de vue administratif, la personne à laquelle je vais aller poser une question si j'en ai une, donc ça se fait effectivement oralement, mais vous pouvez aussi donner un support écrit sur la base d'un livret d'accueil qui peut être élaboré, mais aussi très simple. Il existe aussi des guides bienvenue en agriculture que vous pouvez retrouver sur le site de l'ANEFA et qui s'adressent à tous les saisonniers en agriculture. Ce qui est important, c'est vraiment de donner du sens au travail que vous allez confier et que ces salariés vont réaliser. C'est important de leur expliquer ce que vous leur demandez, comment le réaliser, parce que vous, ça vous paraît évident, mais ça n'est pas évident quand on arrive dans l'entreprise et qu'on l'a jamais fait. Et c'est important d'expliquer pourquoi je le fais là, parce qu'avant, dans le cycle de production, il s'est passé ça, et parce qu'après, il va se passer ça. Donc, ça permet de comprendre vos exigences. Ce travail-là, il faut le réaliser de cette manière-là, parce que si je le fais pas comme ça, derrière, je vais avoir des soucis au niveau de la calibreuse, au niveau, ça va pas respecter les exigences de mes clients. Et ça permet aux salariés de comprendre pourquoi il le fait comme ça et les conséquences que ça a pour la suite si c'est pas le cas. Et puis c'est important de reconnaître le travail réalisé. Votre saisonnier, il est là
peut-être pour pas longtemps, mais son rôle il est important. Donc, bah voilà, des fois un petit mot en disant ah bah c'est bien, je vois que tu prends le coup, ah bah là on avait un coup de bourre, c'est bien, on a bien bossé, voilà. C'est pas toujours comme ça et ça peut paraître un peu un discours idéal. Faut savoir aussi remettre les pendules à l'heure quand c'est nécessaire, mais reconnaître le travail c'est important. Et ça, c'est vraiment des éléments qui vont donner envie de revenir. Et puis, pour donner envie de revenir, bah, ça peut être intéressant de faire un bilan à la fin de la saison. De prendre quelques minutes pour échanger avec la personne qui va quitter votre entreprise. Si ça s'est bien passé et que vous aimeriez bien qu'elle revienne l'année prochaine, faut pas hésiter à lui dire. C'est toujours valorisant. Vraiment, les relations humaines sont au cœur de la gestion de vos salariés, de l'efficacité de la gestion de vos salariés. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde, autant pour vous que pour vos chefs d'équipe. Donc, faut pas hésiter pour être plus à l'aise à se former. N'hésitez pas à contacter vos chambres d'agriculture. Il existe par exemple des formations pour l'accueil et l'intégration des salariés saisonniers. N'hésitez pas à consulter les catalogues formation pour vous, les catalogues de formation du FAFCA aussi pour vos salariés. Alors là, on a vu effectivement les leviers que vous avez pour fidéliser vos salariés à l'échelle de votre entreprise. Il y a peut-être aussi des réflexions collectives sur votre territoire qui peuvent aussi permettre de proposer des contrats plus longs et de donner des perspectives d'emploi à plus long terme pour les salariés que vous avez eus dans votre entreprise. Vous pouvez à la fin de la saison dire aux salariés, tiens, je sais qu'il y a un tel à côté, il va chercher des salariés à partir de tel moment, n'hésite pas à aller le contacter de ma part. Et puis l'étape d'après, là ça nécessite aussi de se mettre autour de la table et puis d'avoir envie de construire ensemble, mais ça peut être aussi sur un groupe d'employeurs de se dire ensemble, de quoi on a besoin, sur quelle période, et pourquoi pas s'organiser pour faire passer les salariés d'une entreprise à l'autre et du coup les fidéliser. Il y a sûrement plein d'autres choses à dire, mais on les abordera sûrement avec vos questions tout à l'heure. Je serai ravie d'y répondre. Merci de votre attention. Merci, merci Isabelle. Nous venons de voir que des acteurs de l'emploi existent en Centre Val-de-Loire pour vous accompagner. On voit bien aussi l'importance de rendre attractifs les métiers et de donner du sens au travail pour fidéliser ses salariés. Mais qu'en pensent nos producteurs? Nous allons voir maintenant, au travers du témoignage de 3 producteurs de la région Centre-Val-de-Loire, comment chacun s'est organisé pour ces chantiers, quelles initiatives ont été mises en place, les changements de pratiques induits et ce qu'ils en ont retiré. Alors, j'ai toujours mon petit souci de partage d'écran. Reprendre le partage d'écran. Évidemment. Alors, vous ne voyez pas, a priori, les diapos circuler. Je suis bien embêtée. Alors, je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir prendre le relais. En fait, une mise à jour, pour tout vous dire, une mise à jour a été programmée par notre service informatique et je n'ai plus la main sur mon ordinateur. Donc, je ne sais pas, Aurélien, ou si quelqu'un avait le support, sinon je vais monter. Aurélien me dépanne, merci. Voilà, voilà. Ouais, C'est les joies du direct, désolée. Nous essayons de résoudre le souci technique.
Et si on le ferme, ça ne marche pas. Mais là, ton PC, il va s'éteindre, en fait. Mais oui, mais je ne sais pas comment faire pour qu'il ne s'éteigne pas. Il est sur le... Il est sur le... Comment on fait une pause ou... Hein? Sur le drive, il n'y a pas les modifs, mais il est... Ouais. Donc, alors, nous changeons de bureau. Pour poursuivre l'enregistrement, nous sommes désolés de ce contretemps qui est indépendant de... dans le Loiret, qui va nous faire son retour d'expérience, notamment au niveau des organisations des équipes. Jean-Michel, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Alors j'ai plus l'écran donc sous les yeux. Pour l'instant, je pense que c'est en train de se recaler. Bon, je vais présenter l'entreprise. Donc voilà, Jean-Michel Galli, comme Cécilia l'a dit, donc je gère avec mon beau-frère, donc structure sociétaire, une entreprise de maraîchage spécialisée sous serre, donc en production de tomates cerises et de concombres en système hors sol, donc sur 5 hectares. Naturellement, donc nous, la main-d'œuvre, c'est un sujet quotidien parce que la main-d'œuvre chez nous représente 40% de nos charges à peu près. Donc il est évident que sans main-d'œuvre, pas de production. Et ça, tout 12 mois sur 12 et tous les jours de l'année parce que à chaque moment et à chaque acte, la main-d'œuvre est nécessaire. La main-d'œuvre dans l'entreprise se compose de 37 équivalents temps plein répartis en un socle de CDI qui est là tout au long de l'année pour tous les travaux, de la plantation jusqu'au nettoyage des serres, et avec à l'intérieur l'entretien, la récolte et l'arrachage. Et se complète sur ce tronc donc de base des personnes en CDD qui sont là pour les moments saisonniers de travail un peu plus importants, qui commencent donc au printemps, qui s'arrêtent en fin d'été, notamment pour les tâches de récolte et d'entretien des cultures. Ça représente à peu près 15 personnes en CDD en équivalent temps plein. Ça peut monter donc aux grosses périodes de travail comme là au mois de juin à 20-25 CDD et descendre un peu moins. Mais donc voilà, donc moitié CDI, moitié CDD. À ça se rajoutent aussi des CDD de remplacement pour les congés parce que nos CDI naturellement ont droit à des congés payés et partent en vacances 2 semaines maximum pendant les périodes estivales. Et il nous faut donc des CDD saisonniers pour pallier aussi donc à ces remplacements. On a fait un choix d'entreprise, malgré le nombre, de ne pas mettre de personnes d'encadrement, on va dire de cadre, et d'avoir, on va dire, que des ouvriers spécialisés non cadres, parce que déjà on est deux gérants et deux responsables sur le site. Bon, l'intérêt et l'avantage qu'on a dans nos types de métiers, c'est que le maraîchage sous serre nous cantonne un espace géographique relativement limité. Donc, nos salariés sont tous visibles rapidement, on va dire à moins de 10 minutes du chef d'entreprise et du bureau. Donc, c'est plus simple, on va dire, de traiter des problèmes ou de contrôler le travail de chacun de façon permanente. Donc, ça pose pas trop de soucis. Et d'avoir une gestion plus responsable des équipes. C'est-à-dire qu'à défaut de cadre, il y a quand même des gens qui sont dans les CDI destinés à encadrer, on va dire de façon simple et basique, le travail donc de leur module, mais ils n'ont pas un statut cadre. Dans le fonctionnement, donc parce qu'on a 3 structures juridiques, on a donc créé un groupement d'employeurs à l'intérieur de l'entreprise pour, là aussi, parce que naturellement le salarié a besoin de sécurité autour de son contrat, pour pérenniser, on va dire, son contrat et lui donner ainsi un peu plus de sécurité dans son emploi, plutôt que d'avoir des petits contrats de courte durée. Il préfère naturellement avoir un contrat de plus longue durée. Donc le groupement d'employeurs permet d'avoir ça. Et à côté, on a un autre groupement d'employeurs parce que
l'acte de production est séparé en deux, la production de légumes et le conditionnement de légumes. Donc, il y a un deuxième groupement d'employeurs qui se rajoute sur le conditionnement du légume, qui est un peu plus loin, et là qui donc s'occupe de conditionner le légume de nos entreprises, mais aussi de ceux de nos collègues de la région d'Orléans, qui après sont commercialisés donc par une OP, comme une COP, un groupement de producteurs. Et ça permet donc ce groupement d'employeurs, là aussi, d'avoir des contrats, mais qui sont valables pour 14 entreprises qui sont adhérentes au groupement, et ainsi n'avoir qu'un seul contrat pour le salarié. Donc là, c'est très important. Diapo suivante. Ouais. Voilà. Au niveau de l'organisation du travail, bon, comme beaucoup de métiers de l'agriculture, naturellement, donc on a des travaux qui sont quand même saisonniers, même si on est dans un environnement serre un peu plus maîtrisé, avec des productions qui s'échelonnent quand même tout au long de l'année. On a quand même besoin donc d'une certaine souplesse. Ce qui a été choisi, mais ça c'est historique, donc depuis les 35 heures, donc on est naturellement sous la règle des 35 heures, avec des heures supplémentaires, parce que là aussi, bon, on va en reparler, ce qui motive le salarié, c'est malgré tout ce qu'il a dans le bas de sa feuille de paye. Donc 35 heures et c'est tout, c'est souvent pas assez. Et donc à partir de là, les heures supplémentaires font partie d'un complément de salaire nécessaire et indispensable pour le salarié. Ensuite, on travaille avec une modulation du temps de travail, c'est-à-dire que ces 35 heures, en effet, c'est une moyenne annuelle, ou une moyenne sur le contrat, mais il peut arriver, suivant la saison, suivant les conditions météo d'une semaine ou d'une autre, que ce 35 se transforme en 32 ou se transforme en 42, parce que, en effet, les conditions de production sont différentes d'une semaine sur l'autre. On est très météo-dépendant comme tout le monde. Il est donc effectué un planning de façon hebdomadaire, malgré tout, à la fois sur la semaine, qui est commun pour les CDD et les CDI. Bon, planning annuel, je l'ai mis parce qu'il est obligatoire par rapport à la modulation de nos CDI. Et donc, l'inspection du travail nous demande d'avoir ce planning pour prouver que le salarié sera bien payé, il sera bien à la base des 35 heures. Mais à partir de là, il est adapté de façon hebdomadaire à des petites variantes saisonnières en fonction du climat, naturellement. Le tout est qu'à la fin de l'année, entre guillemets, il était effectué ces 35 heures et réglé les heures supplémentaires, donc au-delà de ce comptage. On est donc organisé en 5 équipes différentes parce qu'on a 5 serres. Donc nos salariés les 37 équivalents temps plein, sont répartis en 5 équipes. Et à chaque équipe, on a un référent. Un référent, donc c'est pas un cadre, c'est une personne simplement qui, dans sa mission, a, on va dire, la tâche de courroie de transmission entre son équipe et les responsables, donc moi et mon beau-frère. Et chaque équipe égale une serre, et les salariés sont toujours dans le même compartiment, toujours dans la même parcelle. Parce que dans la gestion qu'on a mis en place, il faut qu'il y ait quand même un sentiment d'appartenance, on va dire, sur l'outil, sur les cultures, et qu'il y ait, on va dire, une suite dans le travail. Et là, c'est quand même important dans leur connaissance. Ensuite, pour rassurer tout ça, parce que là encore, chez nous, le social, c'est plusieurs années d'expérience et au quotidien, on s'est rendu compte que le salarié, lorsqu'il vient dans l'entreprise, pour une courte mission ou pour une durée plus longue, il a vraiment besoin d'un cadre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit pris en charge, ça le rassure. Et le faire rentrer dans une entreprise, si on ne lui donne pas ce cadre, généralement, il est un peu perdu et c'est là que il se sent pas forcément bien. Donc le cadre est très important. Et à partir de là, pour le cadre, il faut aussi que le salarié ait la sensation d'être jugé sur la qualité de son travail, mais avec des choses factuelles et non opposables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on lui dit que tu n'as pas récolté assez de légumes, il faut que ce soit prouvé, il ne faut pas que ce soit qu'un ressenti. Et donc, on a mis en place un système de gestion des temps, ça déjà depuis plus d'une dizaine d'années, qui permet pour chacun, donc chacun a un matricule, donc un nom, et chacun enregistre ses opérations et ses temps de travaux et la quantité de produits récoltés, ce qui nous permet déjà, donc au niveau des parcelles, d'avoir des renseignements techniques importants, mais ce qui permet aussi de suivre nos salariés et de leur productivité. Alors, c'est pas du flicage, mais ça permet derrière déjà de mettre les salariés au bon endroit avec des tâches où ils sont plus performants qu'à d'autres.
parce que voilà, on peut pas être bon partout. Et puis aussi d'être le juge de paix lorsqu'un salarié juge, parce que voilà, on a tous une opinion qu'il a mieux travaillé que l'autre ou que l'autre, au contraire, a un comportement plus laxiste. Au moins, avec ça, on a un juge de paix qui rassure le salarié, qui, entre guillemets, le responsabilise et le fait progresser dans son travail. Les initiatives qu'on a fait, c'est donc la motivation de la valeur travail, c'est de dire, voilà, donc pour que le salarié se sente bien, et puis pour qu'on soit sûr d'en avoir, il faut qu'on communique, parce que le nerf de la guerre de la main-d'œuvre, c'est la communication, comme Isabelle l'a dit avant. Et communiquer, c'est informer, c'est donner des éléments pour que les salariés puissent être bien, on va dire, dans tout son cursus et dans son contrat et dans sa journée de travail, et aussi le rassurer. Derrière, c'est aussi de la reconnaissance et de la valorisation. Parce que naturellement, on a envie de se lever le matin que si on sait derrière qu'on va faire un travail intéressant et reconnu. Si on va et si on rentre dans le local et dans le lieu du travail à reculons parce qu'on sait que ça va sans doute mal se passer ou sans reconnaissance, ça va évidemment beaucoup moins bien se passer. Évidemment, ce ne sera pas reconduit parce que on n'aura pas envie de revenir. Et évidemment, on ne va pas faire non plus de la promotion dans l'entreprise et sur l'entreprise après quand on va en sortir. Et donc, le chef d'entreprise va avoir encore plus de mal à trouver de nouveaux salariés. Alors que nous, dans nos salariés, le meilleur vecteur de trouver des salariés, c'est le bouche à oreille. Donc, à partir de là, le bouche à oreille, il est fait que par des salariés qui se sont sentis bien dans l'entreprise. Donc là, c'est la communication, c'est la reconnaissance. Après, on a mis des outils en place. Isabelle les a déjà résumés. Donc, un livret d'accueil pour aussi présenter l'entreprise. Je l'ai parlé, les règles de sécurité, mais aussi les règles de fonctionnement dans l'entreprise. Les conséquences du travail, c'est-à-dire qu'en effet, on fait un travail de telle façon pour obtenir un résultat donné, mais en effet, si on le fait d'une autre façon, ou qui n'est pas forcément celle qu'on devrait faire, donner aux salariés les conséquences que ça peut avoir derrière et lui expliquer que le geste a une importance. On lui parle du planning aussi. Après, les initiatives, donc la rémunération, comme je vous l'ai dit, dans nos conventions, nos salariés ne sont pas forcément surpayés. Donc, ils sont dans les grilles de nos conventions. Donc, c'est du SMIC amélioré, généralement. Mais donc, ce qui fait le surplus, c'est au moins les heures supplémentaires qu'on peut donner. En moyenne, il y a 10% d'heures supplémentaires de façon mensuelle sur 151h67. Il y a au moins 10% d'heures supplémentaires parce que ça fait le complément de rémunération pour rendre, on va dire, le salaire net acceptable. On a mis en place aussi une prime d'assiduité tous les mois pour éviter les retards, pour toujours dans ce cadre de bien vivre dans l'entreprise, pour que tout le monde soit à l'heure au même moment dans l'entreprise et embauche au même moment. Donc ça, c'est l'assiduité qui permet de déclencher la prime. Et depuis qu'on l'a mis en place, mais ça fait déjà plusieurs années, il n'y a plus de retard. Après, en effet, il peut y avoir des absences motivées parce que il y a des choses, des accidents de la vie ou des rendez-vous qui arrivent, mais en tout cas, la panne de réveil est beaucoup moins fréquente. Et puis après, donc pour nos CDI, une prime annuelle qui, elle, est donc assise sur les résultats de chacun. Donc sur la qualité, sur le volume, sur le comportement dans l'entreprise. Donc il y a une partie factuelle par rapport à nos temps de travaux, nos résultats informatiques, mais après il y a une partie plus subjective sur le comportement et la qualité du travail. Et enfin, donc mettre en place aussi les outils nécessaires pour que le salarié se sente bien. Donc on a aussi une salle de pause naturellement et réfectoire. Voilà les initiatives qui nous concernent pour essayer de garder un peu notre entreprise. Donc, pour conclure un peu dans notre expérience, et avec nos contraintes, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de flexibilité, parce qu'en effet, il y a l'aspect météo qui fait fluctuer beaucoup la production, mais il y a aussi derrière le commerce. Et donc ça, on est aujourd'hui très dépendant. Et les clients aussi. Donc, à partir de là, ça a forcément une interaction sur le travail et le volume de travail effectué. C'est donc en effet l'expérience d'avoir une qualité de vie dans l'entreprise parce que c'est important, un cadre de travail clair et défini. En effet, je le redis, la clarté, les règles sont hyper importantes. Et derrière, la reconnaissance du travail du salarié et naturellement le salaire. Mais c'est pas forcément le salaire qui vient en première ligne. C'est important, mais ça fait partie de la qualité, on va dire, de l'emploi.
mais le cadre et la reconnaissance, ça a au moins autant de valeur. En conclusion un peu, donc la base de tout, et ça on voit au quotidien, c'est la communication. Et la communication, c'est du temps. Donc c'est facile quand on est tous les jours dedans parce qu'on y passe et ça fait partie de notre travail. Et je peux concevoir pour un employeur qui est que de temps en temps, parce que ce sont des opérations ponctuelles et l'encadrement des salariés, ce n'est que ponctuel, on n'a pas toujours ce réflexe. Au quotidien, quand on a l'habitude, on le prend et ça fait partie de notre tâche, mais c'est indispensable parce que le salarié a besoin qu'on s'occupe de lui. C'est comme ça. Et donc, voilà, donc pour bien gérer de la main-d'œuvre, il faut dédier du temps. C'est un peu la conclusion. Voilà. Merci Jean-Michel. De rien. On va passer la parole à Philippe Noyau. Oui. Pardon, on va passer Bonjour. la parole à Philippe Noyau, donc producteur diversifié et producteur d'asperges vertes à Nouret dans le Loir-et-Cher. Donc là, on change de registre puisqu'on est sur une culture avec des chantiers ponctuels et donc une organisation différente. Donc voilà, Philippe, si tu peux essayer d'être synthétique pour… Oui, je promets, je vais rattraper le temps que Jean-Michel a pris. Non, mais ça se ressemble un petit peu, même si on est loin, éloignés les uns des autres. Alors, nous, on est 3 associés, donc avec mon épouse et mon frère. Et effectivement, on est sur des productions ponctuelles qui sont l'asperge verte et la noix. Donc, pour les asperges vertes, on emploie environ 25 personnes, suivant les années. Donc, des personnes qu'on embauche en direct sur 2 mois et on verra tout à l'heure dans les groupements d'employeurs et 6 à 10 personnes qui sont employées juste la période la plus intense de récolte d'asperges vertes par un groupement d'employeurs donc local qui a été cité tout à l'heure. On peut passer à la… Alors oui, on adhère à 2 groupements d'employeurs. Un qui est un groupement local où on adhère depuis une vingtaine d'années à ce groupement d'employeurs-là. Là, il y a 4 salariés plein temps. Donc, on a essayé justement avec nos productions diverses, on est 10 exploitations qui permet donc d'avoir 4 plein temps. Et puis, donc, un groupement d'employeurs, on embauche l'autre groupement d'employeurs de la FDSEA 41. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante, si tu la trouves. Alors, on est très météo dépendant comme Jean-Michel, donc ce qui ne simplifie pas les choses. C'est le soleil qui décide la récolte, le volume de récolte. Donc, la récolte se passe le matin au lever du soleil entre 2 et 5 heures de cueillette, donc avec 22 personnes, donc par jour, par jour. Puis après, une phase de tri, où là, une équipe de 6 reste pour trier, ce qui fait que tous les 2 à 4 jours, ça permet de faire un peu plus d'heures dans la journée et dans la semaine. Mais on peut passer des semaines à 25 heures jusqu'à des semaines jusqu'à plus de 40 heures. La stratégie de recrutement. Donc dès janvier, je commence à rappeler les salariés qui étaient venus l'année précédente. Entre autres, j'embauche depuis une vingtaine d'années des personnes turques, donc une communauté turque à qui j'ai affaire juste à une personne. Et environ entre 10 et 15 personnes viennent donc de cette communauté. En aparté, cette année, ils ne sont pas venus, ils ont eu peur de attraper le Covid. Donc, ce qui n'a pas simplifié les choses, mais je vous dirai après, en fait, que ça s'est bien fini. On fait comme Jean-Michel au niveau de qualité de vie. On a une salle de pause avec l'eau, café, thé fourni, y compris à la pause dans le champ, puisque au bout de 2h, 2h30, on fait une pause donc pour pouvoir continuer la matinée, parce que la récolte c'est quand même le sol est bas et donc en fait c'est quand même assez pénible. Ce qu'on essaie de travailler, c'est la culture d'entreprise. Donc la convivialité en dehors des chantiers, c'est-à-dire que après la récolte, on boit un verre, on discute après, chacun leur tour amène un gâteau, on partage, parce que c'est une période de partage aussi, et on a l'habitude de faire une fête de clôture avec un repas partagé où chacun amène un plat et on le partage, donc ça permet de rediscuter, de parler de l'année qui suit.
Donc, comme Jean-Michel, respect des salariés, on est à l'écoute, on rappelle les tâches, on a co-construit. Alors, j'avais écrit mon DUR spécifique Covid et on l'a partagé pour le modifier et pour que, en fait, il puisse nous soulever des points où on n'avait pas mis l'accent assez fort pour leur protection et notre protection à nous. Donc on peut loger sur place. Donc en fait, l'équipe de Bulgare qui est venue par le groupement d'employeurs donc a logé sur place. On a 6 chambres, donc on avait 6 personnes qui ont logé pendant le mois de récolte. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante, s'il en reste une. Donc ça j'ai passé. Alors comment on recrute? Bien sûr, d'une année sur l'autre, mais on a quand même beaucoup de personnes, vu qu'on embauche qu'un mois et demi, qui, heureusement pour elles, trouvent un travail entre chaque année. Sauf les personnes turques qui vont, eux, faire plutôt… alors c'est pareil, tout à l'heure, Isabelle parlait de bouche à oreille. On a aussi communiqué auprès d'autres agriculteurs qu'elles étaient disponibles, qu'elles étaient en équipe, qu'elles étaient mobiles. Et donc, ces personnes-là travaillent, sauf juillet-août, mais autrement travaillent dans les champs ou dans le tri, donc dans d'autres exploitations ou la taille, dans d'autres exploitations. L'an dernier, on avait fait une offre Pôle emploi. On avait eu 45 personnes candidates. On les a fait venir, il y a 19 qui sont venus sur l'exploitation. Donc, on a fait comme Isabelle nous a proposé. Au final, il en a resté, on a fait une période de recrutement, on a fait des entretiens, on en a retenu 9 qu'on avait besoin. Il y en a 3 qui sont venus, au dernier moment, ils se sont dédits. Il y en a 3 qui sont venus, on n'en a gardé que 2. Donc, cette année, on n'a pas refait l'annonce Pôle emploi. Ce n'est pas que Pôle emploi n'est pas compétent, c'est que en fait, les personnes de Pôle emploi avaient du mal à venir travailler. Donc, j'étais un peu déçu. Et en fait, il y a eu du bouche à oreille avec le Covid et avec Easy Farm. Donc, des bras pour ton assiette. J'ai participé à des émissions en plus pour communiquer sur le site. Et sans rien faire, on a eu énormément d'appels, pratiquement deux appels par jour. On a refusé beaucoup de personnes. Et on a eu, en fait, on a vécu un moment humain très important avec des personnes qui venaient de tous horizons, de la restauration, du prêt-à-porter, des jeunes retraités, entre autres, on avait un colonel militaire, des personnes entre 2 emplois, tout ce qui est restauration, pâtisserie, boulangerie, etc. Bon, un peu de tout horizon. Et on a eu des moments de partage et ils ont même découvert ce que c'était que l'agriculture. Donc pour nous, ça a été vraiment un moment important. Et il restera des traces d'ailleurs. Ils se revoient une partie entre eux. Et puis ils nous rappellent, ils reviennent nous voir pour voir l'évolution des asperges, comment c'est l'été, voilà, parce qu'ils s'inquiétaient, oui, bon, ça devient quoi après? Donc pour nous, c'était vraiment des très bons moments. On a fait un super repas en fin de saison. Et effectivement, ces gens-là, on les reverra pas l'an prochain. Donc l'an prochain, les Turcs m'ont rappelé, ils m'ont dit on souhaite revenir, même si cette année n'est pas venue. Donc j'ai accepté, je dis oui, l'an prochain, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir. Et l'an prochain, on fera de nouveau une demande au groupe d'employeurs pour avoir de la main-d'œuvre détachée pour compléter notre personnel. On ne refusera pas, bien sûr, les personnes qui viendront et qui souhaiteront venir sur notre exploitation. Mais on n'ira pas forcément refaire une demande à Pôle emploi. Je pense que c'est fini. Tu as une dernière diapo, Cécilia? Je ne me rappelle plus. Non, c'est effectivement voilà. Philippe, merci pour ton témoignage. Essayer d'être le plus concis possible. Voilà. Merci pour ton témoignage. Du coup, on va passer la parole maintenant pour le dernier témoignage à Hervé Haribo, qui lui est producteur de légumes de plein champ bio à Férolles, dans le Loiret, et qui va nous expliquer comment il est arrivé à se réattribuer la gestion de la main-d'œuvre et comment ce choix est vraiment stratégique pour son exploitation. Donc, à toi, Hervé. Merci, bonjour à tous. Donc Hervé Haribo, installé à Férolles, donc à côté de Gergeau, dans le Val-de-Loire. 3 associés sur l'exploitation, ma femme et notre fils qui est venu nous rejoindre en 2019. Donc installé depuis plus de 20 ans, mais jeune entreprise dans l'emploi de main-d'œuvre, puisque ça fait effectivement vraiment depuis 2-3 ans que nous avons augmenté nous sommes partis sur de la main-d'œuvre
avec l'arrivée de notre fils, puisque nous avons voulu garder la même structure, ne pas s'agrandir, mais plutôt s'orienter vers du légume plein champ bio. Sachant que avec le changement d'échelle de la bio, une demande était vraiment importante en légumes, mais surtout du légume qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Oignons, échalotes, courges, donc soit du semis, soit de la plantation, mais plantation manuelle, et récolte, tout est manuel. Et haricots verts, uniquement désherbage, on est à peu près une quinzaine d'hectares de légumes plein champ. Notre fils est revenu sur l'exploitation, mais il a toujours été passionné par ce métier. Il était parti sur un autre circuit, dans le milieu industriel. Et en 2018, il nous a dit, je reviens vers vous. Donc, on lui a toujours dit, on fera une place. Donc, un peu réorganisation de l'exploitation, comme je vous disais, augmentation des légumes. Et donc, embauche de personnes pour assurer tout ce travail. Alors, on travaille avec une structure qui s'appelle Bio-Centre-Loire, hein, qui est une OP, une organisation de producteurs, qui travaille pour les Biocoop. Donc, on commercialise des légumes pour les Biocoop. Et avec deux autres collègues, on a décidé, puisque les collègues étaient beaucoup plus avancés que moi sur la main-d'œuvre, de faire appel à une communauté turque, hein, comme Philippe, sur Orléans. Et on a une dizaine de personnes. On se partage sur les 3 exploitations. On arrive à occuper du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, à plein temps. Et après, c'est un de nos collègues qui, lui, fait plus de conditionnement l'hiver, qui les récupère. En parallèle, on a aussi une équipe de groupement employeur Pluralis, puisque depuis 3 ans, avec la préfecture du Loiret, les migrants, il y a un partenariat qui s'est fait avec préfecture et Pluralis pour embaucher des migrants avec un chef d'équipe. Et donc, on utilise sur l'exploitation cette équipe. Depuis 2 jours, ils sont sur la maison, sur la ferme. Donc, c'est 9 personnes, un chef d'équipe. Et donc, c'est des gens qui sont autonomes, puisqu'il y a le chef d'équipe. Ils ont un véhicule 9 places. Et ils tournent sur plusieurs exploitations, alors bio, essentiellement bio, mais pas que, hein, pour faire du désherbage. Donc tout ceci amène quand même une organisation, c'est-à-dire qu'en début d'année, nous nous retrouvons soit avec Pluralis ou soit avec les personnes turques, mais comme le disait aussi Philippe, c'est vrai qu'il y a souvent 1 ou 2 responsables et on arrive toujours, c'est ces 2 personnes-là qui assurent le recrutement au niveau des personnes turques. Et on essaye de faire un planning sur la pleine saison, donc du printemps jusqu'à fin d'été. Alors après, ça peut être modulable, hein, mais le but, c'est d'arriver à occuper ces personnes toute la saison à 100%. Donc ça fait déjà 3 ans avec Pluralis qu'on fonctionne comme ça se passe relativement bien. Le souci, c'est que d'une année sur l'autre, c'est pas la même équipe, ça peut ne pas être le même chef d'équipe non plus. Et par rapport à la communauté turque, là, on a quand même des gens qui sont stables. Alors, le souci, c'est aussi juillet-août, où ils repartent au pays en général, mais cette année, ils m'ont dit qu'ils bougeaient pas, hein, puisqu'ils sont aussi en confinement, enfin, les frontières sont fermées en Turquie. Donc, c'est pour ça que nous, on faisait aussi appel à Pluralis pour avoir du personnel sur les récoltes d'échalotes, du 15-20 juillet, et oignons fin août, début septembre, puisque c'est de la récolte, comme je vous disais, manuelle. Et en parallèle, j'ai aussi un autre collègue qui utilise beaucoup de main-d'œuvre, qui est en bio, qui fait beaucoup plus de légumes que moi et qui arrive à me céder 3 à 4 personnes entre une demi-journée à 1 journée par semaine, hein, suivant le travail de chacun. Bon, alors souvent on fait le point la semaine d'avant pour les besoins de la semaine suivante et donc ça se passe très très bien. On a aussi un salarié, je ne vous ai pas dit, un salarié depuis 3 ans, qu'on a en CDI et qui est là 2 jours par semaine, avec qui on se partage avec un autre agriculteur. L'autre agriculteur l'a 3 jours par semaine et nous on l'a le jeudi et vendredi. Un salarié essentiellement chauffeur de tracteur. Par rapport à ce que mes collègues ont dit auparavant, c'est vrai que quand notre fils est arrivé sur l'exploitation, notre salarié, ça l'a un peu déstabilisé puisque on était plusieurs à donner des ordres. Donc, on s'est réunis, comme tous les ans on le fait, hein, on fait des entretiens. Et lui, comme ça l'a vraiment déstabilisé. Donc, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui donne les ordres, une seule personne qui s'occupe des plannings de main-d'œuvre. En l'occurrence, c'est moi. Et ça se passe beaucoup mieux. Un seul donneur d'ordre.
J'ai pas forcément suivi le déroulé, mais comme il fallait que je sois rapide. Alors après, en termes de fonctionnement, sur les aspects pratiques, pluraliste, bon bah c'est un prestataire, hein, donc c'est temps de l'heure et donc on a une facture. Et puis donc nos saisonniers turcs, on fonctionne avec des TESA. Et chaque exploitation fait son TESA, donc une même personne peut avoir 3 TESA en cours. L'expérience qu'on en fait depuis 2 ans, même si si on est jeune structure pour l'embauche, on va dire que ça se passe relativement bien. C'est vrai qu'on a des gens qui sont fidèles, qui sont ponctuels. Comme le disait Philippe avec la communauté turque, ça se passe très bien. Quand ils sont là, tous les jours, ils nous amènent quelque chose à manger. Enfin, c'est impressionnant. Nous, sachant que on a fait quelques aménagements sur l'exploitation au niveau du personnel. On a des toilettes sèches qu'on déplace de parcelle en parcelle. Quand les gens sont sur une parcelle, alors essentiellement désherbage ou récolte, mais actuellement ils sont en désherbage. On a un toilette sèche qu'on déplace avec un engin porte-palette qui suit donc les gens. Les pauses, c'est pareil, hein, on est sur café, thé. Je cuisine pas beaucoup, mais ma femme cuisine énormément, donc il y a toujours un gâteau à chaque pause. Et c'est vrai que ça reste très convivial. Et comme je le disais à notre répétition là, on a fait le pas de ne pas augmenter la surface de l'exploitation, de diversifier l'exploitation. Il y a un lien social quand même qui est très important. Et sans ce personnel, on n'aurait pas pu développer l'exploitation comme on l'a développé depuis 3-4 ans. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour tous ces témoignages. Merci à tous. On voit que suite à cet échange, hein, que c'est très riche. On voit bien la diversité des situations et des organisations selon les systèmes de production. Ce qui ressort, c'est l'importance d'avoir de la main-d'œuvre. Hein, vous l'avez tous signalé dans vos témoignages. Le fait d'avoir des salariés, c'est une solution pour la pérennité des exploitations. Je pense qu'on l'a bien compris. Notamment avec vous, Hervé, sur le dernier témoignage, cela contribue même au développement de l'exploitation légumière et ça permet d'aller sur certains circuits de commercialisation, par exemple. On voit qu'il y a également des leviers individuels, vous en tant qu'employeur, d'où l'importance de la gestion des ressources humaines, de se former, que les ressources humaines, ça se réfléchit et ça se planifie. Et puis, on a vu également qu'il y avait un volet collectif, à savoir s'organiser localement pour pouvoir proposer des contrats plus longs dans le but d'attirer et de fidéliser les salariés. Encore une fois, merci pour toutes ces présentations. La présentation a été enregistrée, vous pourrez la retrouver sur le site Cap Filière. Vous avez également les contacts des deux animatrices de cet atelier. Écoutez, je pense qu'on en a terminé pour le moment. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, donc éventuellement Caroline, s'il y a des questions, ou en tout cas ça va être le temps rapide d'échange. Si vous avez des questions, oui, on va se laisser quelques minutes au moins pour ces petites questions. Donc on avait notamment une question de Céline Martin, je pense pour Jean-Michel, qui était donc comment se passe concrètement la modulation du temps de travail sur l'exploitation? Oui, alors la modulation, en fait, elle s'apprécie déjà de façon hebdomadaire. Sur la semaine qui normalement est de 35 heures, on a dans le contrat de travail mis naturellement les termes de la modulation, c'est-à-dire que nos salariés savent en signant le contrat de travail qu'ils peuvent pour certaines semaines en faire moins ou d'autres en faire plus. Mais dans un delta qui est figé, c'est-à-dire qu'on s'est donné 3 heures de delta en plus ou en moins. C'est-à-dire que le salarié sait qu'il pourrait travailler ne serait-ce que 32 heures certaines semaines ou travailler d'autres semaines à 38. Tout ça dans le cadre des heures normales. Et à partir de là, donc là c'est la signature du contrat, on est dans le social et dans le légal. À partir de là, donc chaque semaine, il est apprécié le nombre d'heures qu'il fait en heure normale. Et à la fin du contrat,
le décompte est fait pour savoir si la totalité de la modulation, on est toujours à 35 heures. Si on est en dessous parce qu'on ne l'a pas assez fait travailler, là tant pis, c'est la responsabilité de l'employeur, il est quand même obligé de payer les 35. Par contre, si dans la totalité des heures faites, on a dépassé les 35 heures, là, dans ce cas-là, on paye le complément, donc au-delà de 35, en heures supplémentaires. Donc voilà donc comment on pratique la modulation, en tout cas pour les CDD. Pour les CDI, ça se pratique de la même façon, mais ça s'apprécie à l'année, naturellement. Et voilà. Après, donc en effet, pour assurer, on ne peut pas débloquer les heures supplémentaires qu'une fois à la fin du contrat. Donc, c'est des choses qu'on apprécie mois par mois pour qu'à chaque paye, entre guillemets, il y ait au moins un premier calcul de fait qui est prévisionnel, mais qui donne déjà une quote-part d'heures supplémentaires quand il y en a fait. Voilà comment on pratique. D'accord. Pour cette réponse. Surtout, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi activer vos micros, qu'on puisse vous entendre. Voilà, n'hésitez pas. Oui, Eric de Crombec. Moi, c'est une surprise plutôt qu'une question, puisque j'ai bien entendu l'intérêt du groupement d'employeurs pour sécuriser l'emploi, pour permettre d'avoir des pleins temps pour les saisonniers. Par contre, il se trouve que par ailleurs, je dirige une structure qui n'est pas en légumes, mais où on a beaucoup de saisonniers. Je suis confronté à l'autre cas où des saisonniers ne souhaitent pas du tout être autre chose que saisonniers, voire même des fois c'est très compliqué puisque ils jonglent sur le fait que si je fais la moitié d'un mois de la moitié de l'un mois, j'ai encore le droit à mes aides par ailleurs. Si je vais au-delà, ok, je veux bien travailler pour vous, mais si vous me proposez moins d'un mois, ça va être compliqué. Donc, je suis surpris qu'aucun des... Mais si j'ai bien compris, c'est parce que vous êtes tous en groupement d'employeurs. Allô? Hervé Haribo, là, moi, donc j'ai l'équipe de Turcs. Alors, ils ne souhaitent pas forcément travailler toute l'année, surtout les mois d'hiver. Bon, c'est vrai qu'on a moins de travail sur nos exploitations, mais comme je vous disais, je suis jeune exploitation pour la main-d'œuvre, et depuis 3 ans, on a à peu près toujours les mêmes personnes. Et dès qu'ils commencent à travailler au printemps, là, fin avril, début mai, ils sont là. Et là, je sais qu'ils m'ont dit sur juillet-août, on aura trop besoin. Ils m'ont dit il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que quand je vous dis 10 personnes, c'est peut-être 15, 17. S'il y a une personne qui s'absente ou qui part au pays, ils nous en retrouvent une, il n'y a pas de souci, quoi. Mais on a toujours ces 10 personnes qui sont présentes, quoi. Et c'est vrai que c'est assez rassurant. Pour préciser, par exemple, cette année, on est en retard en termes d'éclaircissage. On va avoir besoin de salariés sur 5-6 jours début juillet. Et c'est très très compliqué pour les garder. Parce que 5-6 jours, on n'a pas plus à leur proposer et ça ne les intéresse pas. Peut-être aussi, oui, c'est sûr. Alors, ouais. C'est aussi ça l'intérêt d'être 3 exploitations. Donc, sur ces 3 exploitations, il y a une exploitation arboricole, Peggy Lisa, et donc elle fait de la cerise. Elle les a eu pendant 4 semaines pour les cerises cette année. L'année dernière, 6 semaines, il y avait une plus grosse production. Et là, justement, elle en garde 2 pour faire de l'éclaircissage, parce qu'il y a en combiné, il y a beaucoup d'éclaircissage. Et donc, on récupère les 8 autres personnes avec un autre collègue qui est en légumes plein champ aussi. Et moi, la période noix, donc j'aurais normalement cette problématique-là, mais en fait, c'est pareil, c'est ma chef turque, je lui ai demandé, elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Il nous faut que 4 personnes, et en plus, c'est vraiment en dents de scie, enfin, c'est pas régulier. Surtout qu'on est dans les premières années de récolte, et donc même si elles font 4 heures tous les 2 jours, et en même temps elles ont d'autres contrats avec d'autres agriculteurs, et en fait ils arrivent à jongler entre les différents jobs. Après, c'est vrai que voilà, suivant les publics et suivant les territoires, on va être confronté à des situations différentes. Il y a des personnes qui vont rechercher des contrats le plus long possible. Il y a aussi des saisonniers qui souhaitent rester saisonniers et qui veulent garder cette entre guillemets cette liberté, qui souhaitent changer d'entreprise régulièrement. Voilà, j'entends le constat que vous faites aussi et auquel vous êtes confrontés.
Après, ce qui est un peu plus compliqué, donc Hervé Rigaud, c'est ma femme qui s'occupe de ça au niveau des déclarations, c'est que des fois, il faut suivre. Il faut être sûr que les gens aient bien les bons papiers et faire le suivi au niveau des déclarations d'embauche, des déclarations de fin d'embauche, tout ça, mais bon, ça se fait. Mais c'est pour ça aussi que c'est bien qu'il y ait le groupement d'employeurs à côté qui nous décharge de toute cette démarche administrative. Ça reste complémentaire. Je partage, le groupement d'employeurs permet, c'est pour ça que ça me permet de combler l'excès parce que c'est compliqué là, avec les pics. Nous, on sait qu'on a un pic de 15 jours début mai. Eh bien, le fait de faire une demande en amont au groupement d'employeurs départemental, ils arrivent à jongler avec d'autres travaux qui sont à faire et ça nous permet d'avoir même des personnes ponctuellement. Et le groupement d'employeurs de départemental est vraiment une solution qui coûte un petit peu plus cher. On a 3 € de plus de l'heure, mais ça permet quand même d'avoir du personnel aussi ponctuellement. Très bien. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question? Et puis sinon, je pense qu'on va pouvoir clôturer les échanges. Non? Bah écoutez. Moi, j'avais peut-être une question. Bon, les 3 producteurs peuvent peut-être intervenir. Isabelle nous a parlé dans son intervention que tout d'abord, c'était important de pouvoir identifier les besoins, les pics de travaux. Et c'était savoir si vous, en tant que producteur, vous aviez des astuces ou des outils, quelque chose un peu à mettre, que d'autres agriculteurs pourraient mettre en place sur leur exploitation. Pouvoir identifier ces pics de besoins ou justement le groupement de plusieurs besoins sur plusieurs exploitations. Hervé Rigaud, déjà en bio, le facteur le désherbage est très important. On a tout le temps de l'herbe à arracher. Donc on va essayer de les mettre sur les cultures à forte valeur ajoutée pour que vraiment ça vaille le coup. Mais on s'aperçoit quand même que même sur une grande culture, mettre de la main-d'œuvre, la marge en prend un coup, mais on prépare aussi les années futures et on s'aperçoit que faudrait quand même avoir toutes les parcelles propres. Donc l'aspect main-d'œuvre, je vois bien sur l'exploitation, tout est en bio. Actuellement, on a 9 personnes, mais à partir de lundi, ils sont partis ailleurs. Donc ça, je vous parle des gens de chez Pluralis, mais même s'ils étaient encore là lundi, mardi, on aurait de quoi les occuper. Alors, on nous donne des priorités, mais on voit que on pourrait, là, donc, je vous disais, on est jeune, mais ça va évoluer, quoi. On s'aperçoit qu'il nous faudrait beaucoup plus de monde sur des périodes beaucoup plus longues, quoi. Oui, pour moi, Jean-Michel Gallier. Donc, nous, sous Serme, on est un peu dans la même problématique. Il y a certaines tâches qui sont prévisibles, dans lesquelles on peut anticiper les besoins, comme les plantations, comme les arrachages, parce que c'est sur le calendrier et c'est des choses qui sont figées. Par contre, il y a d'autres tâches qui sont beaucoup plus saisonnières et ponctuelles par rapport aux récoltes, qui sont très météo-dépendantes. Et là, en effet, à une semaine près, on a parfois des difficultés à anticiper. Donc là encore, ça dépend, on va dire, du bassin d'emploi qu'on a autour de soi, mais ça demande de la souplesse et avoir en face un public suffisant pour justement pouvoir avoir cette souplesse d'embauche qui nous permette de l'avoir besoin au jour J, mais pas une semaine avant ou pas une semaine après. Donc là, voilà, ça c'est des fois la grande complexité, mais voilà, ça fait partie du quotidien. Mais bon, il n'y a pas d'outils, en tout cas pas d'outils informatiques, de prévision et autres, qui permettent à coup sûr d'arriver au bon résultat, parce que c'est hélas la météo qui décide, quoi. Moi, je pense que j'ai répondu aussi tout à l'heure à cette question-là. Nous, c'est très compliqué, effectivement. Cette année, on avait 15 jours d'avance, comme beaucoup de productions, je pense. Effectivement, on tremble un peu tout le temps. On peut perdre une récolte parce qu'on n'aura pas le personnel au bon moment. Donc, effectivement, et puis il n'y a pas d'outil. Moi, j'ai pas de… Ok. Une dernière question, puis on va clôturer. Caroline, je crois qu'il y a une question arrivée. Il y avait une dernière question, oui, donc de Félicie Lozé. Donc peut-être à destination d'Isabelle, à savoir si vous avez des renseignements sur les contrats d'aide à l'insertion.
Contrat d'aide à l'insertion. Alors ça dépend ce qu'on appelle insertion. Il y avait des contrats, ce qu'on appelle les contrats uniques d'insertion, les CUI. Je crois pas que ce soit encore des choses qui existent. Après, ça dépend vraiment du profil de la personne. Donc là, il faut affiner. Ok, ça sera peut-être le mot de la fin. Et pour affiner, comme je le disais, tout est enregistré. Vous aurez les coordonnées de Caroline et de moi-même, mais nous ferons suivre vos questions aux intervenants. Donc voilà, vous pourrez poser vos questions également par ailleurs. Encore un grand merci à tous et bonne journée. Merci. Et l'année prochaine, on finit, j'espère, on fera aussi une journée sur les 5 thématiques qui ont été soulevées cette semaine. Merci beaucoup, en tout cas, pour les intervenants. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.